Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Un vendredi rouge sous le signe de l'amour, la Saint-Valentin. Aux Finnois, les amoureux s'en sont donnés à cœur joie pour préparer au mieux cette journée un peu spéciale. Le président du pays, Moitai Broderson, a procédé aujourd'hui à un remaniement ministériel. Quelques portefeuilles ont changé de main et Orei Omana Teururei devient le nouveau ministre du Logement. Il est notre invité ce soir. Et dans cette édition, nous ferons également un point sur la météo fénois, car le temps se dégrade ces prochains jours. Des perturbations sont prévues sur les îles des Australes, de la Société et des Tuamotu-Gambier. Si vous étiez de sortie aujourd'hui, vous avez certainement vu rouge. Il y avait de l'amour dans l'air. Nous sommes en plein Saint-Valentin, une journée d'échange de lettres et de poèmes romantiques, de cadeaux et de fleurs, de dîners aux chandelles et de nuits à l'hôtel. Les amoureux s'en sont donnés à cœur joie pour préparer au mieux ce festival de l'amour. Nos journalistes Meretiato et Jeanne Tinoroa les ont rencontrés ce matin. Des roses à offrir à l'élu de son cœur, ou du moins à la personne la plus importante de sa vie, c'est le geste d'amour le plus attendu en cette période. Chez ce fleuriste de Mamao qui porte bien son nom, les commandes ont explosé. Je viens pour mon père qui ne peut pas se déplacer, donc je viens pour lui et pour offrir à ma mère. C'est pour entretenir la flamme, on va dire. Mais c'est tous les jours, c'est Valentin. Je viens chercher les fleurs pour mon mari. Lui aussi m'a offert les fleurs d'ici. J'ai déjà laissé le gros bouquet de fleurs. On va fêter nos Saint-Valentin à l'hôtel et manger un peu le soir. Alors, ça fait 14 ans qu'on est ensemble et 10 ans de mariage. Ça fait toujours plaisir, hein? Forcément aujourd'hui un peu plus que tous les jours. Après à la maison, on se fera un petit dîner rien que tous les deux. Pour nous pas trop petits pots peut-être. Hein? Importées depuis l'Europe, certaines fleurs sont produites localement. Les prix varient autour de 1200 francs la rose et peuvent aller jusqu'à plus de 100 000 francs le bouquet de 101 roses. La Saint-Valentin, puis en deuxième position la fête des mères. Et puis, bon, c'est vraiment un grand moment, c'est 30% de notre chiffre d'affaires annuel. Dans ce salon esthétique ouvert récemment, les soins de beauté se dessinent de la tête aux pieds. Si les séances d'épilation affichaient complet l'après-midi, toute la matinée était dédiée aux manucures, des plus traditionnelles aux plus audacieuses. Elles essaient un peu de mettre des chichis, des petits cœurs, des petits roses, un peu flashy, mais en général, ça reste assez soft. En lingerie fine, la journée se déclinera en rouge, en blanc, en dentelle et en transparence. La clientèle se fait discrète, mais reste toujours affluente, même sur les dernières heures. La semaine dernière, ça a commencé, hier un peu plus les hommes. Ça fait partie de la séduction. Une belle lingerie à cette occasion, ça fait toujours plaisir. Et si certains acheteurs s'imaginent dans l'antre d'une soirée classique, d'autres briseront la routine d'une soirée pas comme les autres pour oser. Entre gadgets colorés et accessoires sensuels, tout est permis pour sortir le grand jeu. Il sera avec Nahema Temar, l'un des benjamins du gouvernement. Omana Teururei a été nommé cet après-midi ministre du Logement par Moitai Broderson. Le président lui cède à ce portefeuille. Ils sont désormais 7 hommes et 3 femmes à gouverner la Polynésie. Le nouveau ministre a dirigé l'OPH. Il était depuis quelques mois le conseiller spécial du président chargé du logement. C'est donc un domaine qu'il maîtrise. Il s'est engagé à en construire 600 phares cette année, ce qui reste trop peu pour répondre aux nombreuses demandes. Quelques autres portefeuilles ministériels ont changé de main. Les télécommunications passent à Vanina Krula, à Warren Dexter, de Vanina Krula à Warren Dexter. Jordi Chan, lui, hérite d'un nouveau portefeuille destiné à développer le sud de Tahiti, la décentralisation. Et nous accueillons justement Monsieur le ministre Orei Omana Teururei. Fatereho Yorana. Yorana, et puis permettez-moi avant tout de saluer l'ensemble des Polynésiens, l'ensemble des Polynésiennes qui nous regardent ce soir. Et si je peux pousser un petit peu plus loin, je pense qu'il n'est pas encore trop tard de souhaiter une excellente année 2025 à tous les Polynésiens. Et puis en ce jour du 14 février, leur souhaiter également une excellente Saint-Valentin.
En fait, vous étiez conseiller du président, vous étiez préparé. Le président évoquait une sorte de période d'essai. Ah oui, effectivement. Alors, on n'accède pas à cette fonction, à ce niveau de responsabilité sur un coup de tête. Peut-être beaucoup de personnes s'imaginent ou rêvent un jour d'être ministre. Alors, ce n'était pas forcément mon cas. Bien au contraire, je n'avais jamais dans mon parcours professionnel imaginé qu'un jour j'aurais eu l'opportunité de me voir proposer un tel niveau de responsabilité. Et le président, et je l'en remercie, a d'abord voulu voir si techniquement les choses étaient au point, et puis surtout si les responsabilités, la charge qui accompagne cette nouvelle fonction, eh bien, j'y étais préparé. Est-ce que j'avais les épaules suffisamment larges ou armées pour pouvoir les assumer? Donc, effectivement, il y a eu cette période d'essai. Et si je suis là devant vous ce soir, c'est certainement que le président a estimé que le travail réalisé était concluant. Vous aviez un programme précis en tête? Alors, en tant que technicien, puisque avant de rejoindre le cabinet du président, j'avais occupé des postes de technicien, on acquiert un certain nombre d'idées, ça nous permet de nous poser et puis de réfléchir à certains projets. Donc évidemment qu'on ne rejoint pas le cabinet du président et encore moins on n'accepte pas ce poste sans avoir au moins une idée de où est-ce qu'on souhaite mener la Polynésie française, en tout cas dans les secteurs qui me sont aujourd'hui dévolus. Donc oui, effectivement, on a pu discuter avec le président pendant ces 8 derniers mois de l'orientation que lui souhaitait voir en termes de logement, en termes d'aménagement, en termes de foncier. Ça nous a permis d'échanger, de nous nourrir mutuellement. Moi, pour ma part, en tout cas, d'identifier quelles étaient les attentes du président dans ces domaines, et puis de pouvoir décliner le plan, la stratégie que nous avons élaboré ensemble. C'est le président qui avait, Moetai Broederson, qui avait ce portefeuille. Pensez-vous avoir les mains libres? Alors, on n'a pas les mains libres au sens où on est un électron libre au sein d'un gouvernement. Je souhaite d'abord préciser ici que lorsqu'on fait partie du gouvernement, on fait partie d'une équipe. Une équipe qui est dirigée par le président du pays, qui fixe un cadre aux travaux qui peuvent être réalisés par les membres du gouvernement et on s'inscrit dans ce cadre d'abord. Ensuite, c'est un gouvernement. Ce gouvernement appartient à une majorité politique. Cette majorité politique a porté un programme politique pour lequel il a été élu et le cadre qui nous est fixé par ce programme politique et par le président constitue les limites dans lesquelles nous évoluons et dans lesquelles j'évoluerai. Allez-vous engager des changements importants? Alors, évidemment, dans le secteur de l'immobilier, prétendre dire qu'on va tout révolutionner du jour au lendemain, ça serait un petit peu édulcorer la réalité. L'immobilier, c'est du temps long, et les mandats politiques, eux, ils sont beaucoup plus courts. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce que l'on souhaite, c'est marquer l'avant, après le gouvernement, et d'adopter des dispositifs, de proposer des dispositifs qui vont permettre d'améliorer très concrètement, et on l'espère très rapidement, le quotidien des Polynésiens. En tout cas, il est certain que l'Office polynésien de l'habitat représente de nombreux enjeux, et il y a, de ce point de vue-là, effectivement, des grands chantiers qui doivent être menés au sein de l'organisme. Justement, 2 points forts dans votre feuille de route, Monsieur le ministre, après taux zéro et l'aide au paiement des loyers d'abord, mais aussi la construction de logements intermédiaires et sociaux. Qu'est-ce qui est prioritaire? Alors j'ai envie de vous dire, tout est prioritaire. En revanche, il va falloir phaser les actions que l'on entreprend. Je vous le disais, l'immobilier, c'est du temps long. Lorsqu'on construit un bâtiment, même si on le commence aujourd'hui, si j'ai envie de faire une résidence de 60 logements, le résultat, on ne le verra que dans 3 ans, 4 ans.
on a le temps de la construction, on a le temps de la livraison. Donc c'est une donnée temporelle qu'il faut avoir en compte. Mais lorsqu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que pour autant on ne peut rien faire immédiatement, avec des effets immédiats. Lorsque vous mentionnez le PTZ, le prêt à taux zéro et l'APL, l'aide au paiement du loyer, il s'agit précisément de dispositifs qui produiront des effets aujourd'hui, dès leur adoption par l'Assemblée, dès qu'ils entreront en vigueur. Ce sont des dispositifs donc, qui vont produire des effets immédiats, mais ça ne veut pas dire que l'on se contente de ces effets immédiats. On travaille sur des dispositifs qui vont permettre de structurer de manière beaucoup plus importante le secteur du marché de l'immobilier. Avec plus de 7000 demandes insatisfaites, le logement social fait partie des axes à développer. Quels objectifs chiffrés avez-vous ? Alors, dans les objectifs chiffrés, en réalité, ces objectifs, ils sont issus du diagnostic qui avait été opéré lorsque l'on avait élaboré la politique publique de l'habitat. Je tiens à les rappeler. Aujourd'hui, il faudrait construire en Polynésie française 1400 logements par an, dont 800 simplement dans le secteur social et 300 dans le secteur intermédiaire. Donc ça vous donne un petit peu les objectifs, en tout cas le besoin et du coup les objectifs que l'on se fixe. Évidemment, cet objectif, même si on essaye de s'y rapprocher au maximum, il est illusoire de penser qu'on va pouvoir les atteindre à 100%. La raison en est simple, nous dépendons de beaucoup d'importations en termes de matériaux. Alors, les objectifs avec quelle enveloppe du gouvernement, alors, le président l'avait annoncé déjà lors de la session budgétaire 2025. L'objectif, par exemple, en matière de faré, c'est de construire 600 farés par an. Au niveau du logement social... Avec quel délai, avec quel budget ? Alors, 600 par an. Donc, en un an, il faut que l'on puisse lancer la construction de 600 farés, ce qui représente environ 8 milliards. Voilà. Donc, l'OPH représente à lui seul une enveloppe d'environ 11 milliards par an. Il y a des dossiers, mais aussi des hommes avec ce plein ministère. Comment allez-vous vous entourer ? Alors, il y a, je dirais, le noyau dur des collaborateurs qui sont d'ores et déjà autour de moi, dans le domaine du foncier, dans le domaine du logement. Je suis accompagné déjà d'un certain nombre de collaborateurs. L'équipe reste encore à étoffer, évidemment, donc certains postes demeurent encore à pourvoir. Ce le sera dans les jours à venir. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions. Cet entretien est à retrouver sur TNTV News. Le temps se dégrade ce week-end dès demain après-midi. Une perturbation abordera donc les îles de la Société pour évoluer vers l'ouest et le sud des Tuamotu ainsi que vers les Gambiers. Rien d'anormal en cette saison chaude, mais la vigilance est de rigueur. Thomas Chabrol. Il y a de l'orage dans l'air en ce jour de Saint-Valentin. Les Australes sont d'ores et déjà placés en vigilance jaune. Les Tuamotu Sud également. Météo France prévoit une dégradation du temps dans la nuit de samedi à dimanche sur l'archipel de la Société, puis les jours suivants au Tuamotu Sud et au Gambier. La zone de convergence du Pacifique Sud, qui s'étend de Fidji jusqu'à la Polynésie, se décale vers la Société. C'est dans cette zone que convergent les vents, les masses d'air, propices aux perturbations. On s'attend à de fortes pluies. Et puis on aura un vent soutenu avec des rafales qui pourront aller à 80-90 km/h. Donc dans les prochains jours, les vigilances vont être mises à jour selon les risques prévus sur les différentes zones du territoire. Des pointes jusqu'à 110 km/h sont également prévues. L'évolution de cette longue masse nuageuse est suivie de près. Toutes les conditions sont réunies pour créer éventuellement un minimum dépressionnaire. On est vraiment au cœur de la saison, donc là on est vraiment dans une situation typique. On a pour l'instant une ZCPS active et on n'a pas encore de minimum dépressionnaire, mais les conditions pourraient amener à des formations de minimum, donc on va surveiller la situation. La prudence est de rigueur ce week-end. Il y a un an, quasiment jour pour jour, de fortes précipitations s'abattaient sur Tahiti le 12 février 2024. Selon les modèles en cours, la zone de convergence redescendra vers le sud à partir de mardi pour un retour à un temps plus calme. Et ce vendredi se tenait la deuxième journée du procès du meurtre d'Augustine. Et après avoir entendu hier les proches de la famille de la victime, la cour d'assises s'est focalisée sur la personnalité du meurtrier présumé. Une affaire que notre journaliste Nicolas Pérez
a suivi pour nous. Nicolas, bonsoir. Qu'avez-vous donc appris sur le profil de l'accusé? Bonsoir Davidson. Eh bien, écoutez, durant toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi, les proches de l'ex-compagnon d'Augustine, donc Rudy, l'accusé, se sont succédés devant la barre du tribunal. Des témoignages qui ont permis de se faire une idée plus précise sur le prévenu. Père de 3 enfants, de 3 jeunes enfants, cet homme âgé de 35 ans, au parcours professionnel compliqué, a déjà connu la prison suite à différents larcins et autres actes de violence. Des actes d'ailleurs de violence qui l'enverront d'ailleurs en prison durant 1 an. Un passage derrière les barreaux souligné par des infractions aux stupéfiants et la détention de téléphones portables. On peut s'interroger d'ailleurs sur la personnalité de l'accusé, puisque ses proches évoquent plutôt un homme calme, qui par contre peut basculer dans une violence extrême dès qu'il touche à l'alcool. Son ex-épouse, qui était à la barre ce matin, évoquera d'ailleurs être battue régulièrement par son ex-mari, d'ailleurs des violences qui l'amèneront à porter plainte contre lui. Il la trompera d'ailleurs avec Augustine durant 8 ans. Ces détails ont-elles permis d'avancer sur les circonstances du meurtre? Alors c'est bien la question, et les zones d'ombre subsistent, Davidson, car Rudy change régulièrement de version depuis sa mise en examen. Donc 3 scénarios sont présentés. D'abord l'hypothèse d'une bagarre qui mènera l'accusé à porter un coup violent à Augustine, qui s'écroulera par terre. Inerte, inconsciente, là, il portera le corps et la jettera à flanc de falaise 10 mètres plus bas. Un deuxième scénario, toujours dans le même cadre, ce même coup, la victime serait tombée accidentellement de la falaise 10 mètres plus bas. Ce qui change beaucoup la version parce qu'il n'y a pas en fait cet acte de jeter le corps. Enfin, troisième scénario, et le plus improbable, en tout cas des suspicions sont autour, la victime aurait été tuée à son domicile et le meurtrier aurait transporté le corps pour le déposer, l'enterrer, le jeter plus loin. On ne sait pas car Augustine est toujours introuvable à ce jour. Donc vous l'aurez compris, cette deuxième journée n'aura pas forcément permis de faire toute la lumière sur cette affaire. En tout cas, on attendra donc lundi la 3e journée de ce procès avec les plaidoiries des 2 parties pour savoir ce que les jurys et les jurés décideront. On n'oublie pas que l'accusé encourt la perpétuité. Merci beaucoup, Nicolas Pérez, pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Eux aussi, ils voient la vie en rouge. En ce 14 février, des élèves du lycée du Diadème ont effectué une immersion dans la culture chinoise, une journée dédiée à l'occasion des festivités du Nouvel An. Mahjong, calligraphie, confection de lanternes et de raviolis asiatiques ont permis aux adolescents de se familiariser avec l'Empire du Milieu. Une initiation d'autant plus utile que les adeptes de l'apprentissage du mandarin se font plus rares au Fénois. Laure Philibert, Waitiarenaut. À quelques heures des vacances scolaires, le lycée du Diadème passe à l'heure chinoise. Guidés par leurs camarades de terminale en spécialité mandarin, les élèves découvrent la calligraphie, les jeux ou encore l'assemblage des lanternes. J'ai vraiment pris le mandarin juste parce que je voulais connaître un peu plus de culture, un peu plus de langue. Et bon, ça fait beaucoup d'années aussi que j'apprends le chinois. Bon, c'est compliqué le chinois, mais il faut s'y accrocher. Les plus gastronomes se sont même essayés à la confection de raviolis. Ici en Polynésie, on aime manger. Donc pourquoi pas manger tout en découvrant un aspect culturel de la Chine. Les élèves ne connaissent pas trop la culture chinoise. Tout le monde connaît les danses du lion, la gastronomie, etc. Mais vraiment aller dans le fond de la culture, pas vraiment. La culture chinoise est tellement vaste que c'est difficile et au niveau scolaire, on peut à peine toucher un bout. Avec seulement 45 élèves pratiquant le mandarin au Diadème, le corps enseignant insiste sur l'importance de ces journées immersives. Le chinois est difficile à l'écrit, je suis d'accord, mais en tant que professeur de chinois, et je pense que mes collègues aussi le font, ils dédramatisent l'aspect écrit. Je pense aussi que le contexte international fait que le monde a peur de la Chine, alors que pourquoi? La Polynésie a un passé avec les Chinois, les immigrés depuis 1850, donc pourquoi maintenant avoir aussi peur? On a besoin des talents qui peuvent parler bien chinois, qui peuvent servir dans le secteur touristique, comme des hôtels, comme ça. Spectaculaire et colorée, la danse des lions, rythmée par une partie des équipes pédagogiques, a trouvé son public
Vecteur de chance, elle chasse aussi les mauvais esprits, une précaution utile à l'approche des examens blancs. Le champion olympique de surf Kaoli Vast a participé l'année dernière au Abu Dhabi Pro, deuxième étape du Tour mondial. Invité sur cette compétition, le surfeur de Veirao n'aura pas été à son aise dans la piscine à vagues des Émirats Arabes Unis. Le Polynésien s'est arrêté au stade de repêchage. Chez les dames, Vahine Firo devrait faire son entrée en lice cette nuit dans sa série du premier tour. La Tahitienne retrouvera donc notamment Joanne Defay. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, retrouvez Tata Toumou, suivi de votre émission de divertissement Danse avec les stars. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TET1 Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.